Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Comment s'attaquer au fléau de la désinformation ? 62% des 11-24 ans se connectent en moyenne 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. Et ces mêmes réseaux sociaux représentent pour les ados la première source d'information. Malheureusement, si les jeunes connaissent l'existence des fake news, ils sont peu nombreux à différencier une information fiable d'une fausse nouvelle. Un enjeu crucial pourtant pour comprendre la société dans laquelle on vit. Lutter contre la désinformation auprès des plus jeunes, c'est l'objectif du programme Le Cube. Sa directrice générale, Elsa Wardé, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation, Elsa Wardé. Pour faire un petit point quand même sur le contexte, crise sanitaire évidemment, élection présidentielle aussi. Ce contexte-là, Elsa Wardé, est-ce qu'il est particulièrement propice aux fake news selon vous ? Alors oui, complètement, tout à fait. Le contexte présidentiel est un très bon contexte, on le sait. Alors par exemple, rien que pour vous donner une information, pendant le mandat de Trump, il y a eu le Washington Post qui a dit qu'il y avait plus de 30 000 fake news qui avait été dit pendant son mandat, ce qui est l'équivalent de 20 mensonges par jour. Donc ça fait beaucoup. C'est énorme. Oui, voilà, c'est énorme. Donc dans ce contexte-là, en plus, vous l'avez très bien précisé, avec les jeunes qui ont des usages aussi sur les réseaux sociaux très forts et où c'est la première source d'actualité, ça devient effectivement nécessaire de les accompagner. Et c'est ce qu'on fait au Cube. Peut-être que je peux redire quelques mots. On va venir sur votre action au Cube, mais vous parliez justement de cet attrait des jeunes pour les réseaux sociaux. Pourquoi les ados font-ils autant confiance, selon vous, aux réseaux sociaux pour aller chercher l'information, pour s'y amuser, on s'en doute, mais pour aller chercher de l'information, pourquoi font-ils autant confiance, ces jeunes ? C'est une question d'usage. Aujourd'hui, on a des téléphones. Aujourd'hui, c'est de la même manière qu'avant, nous, on regardait la télévision beaucoup, et puis c'était là où on se renseignait aussi. Et bien là, maintenant, c'est vraiment sur les réseaux sociaux que les informations circulent, surtout qu'il y a une circulation qui est beaucoup, beaucoup plus forte, et un nombre d'informations qui est plus fort. On parle d'infobésité. Donc il y a vraiment le besoin maintenant de savoir distinguer ce qui est une vraie information d'une fausse information, ce qui est d'autant plus délicat avec les réseaux sociaux parce que souvent c'est très court, c'est très rapide, il y a des visuels, il y a tout un système à la fois audio et visuel qui fait que c'est très persuasif. Donc dans ce cadre-là, c'est important d'adapter, on va dire, l'éducation aux médias pour faire en sorte d'avoir la pédagogie à la fois qui est adaptée et en même temps de comprendre comment fonctionnent aussi les réseaux sociaux pour pouvoir accompagner les jeunes, mais également aussi les professeurs et les enseignants et les parents. Donc votre travail, justement, c'est de les accompagner. Quand et comment est né le Cube ? Expliquez-nous un petit peu. Oui, alors le Cube, ça fait 20 ans que ça existe. Donc au tout début d'Internet, et ça a pour vocation du coup d'accompagner les jeunes et tous les publics en réalité sur les enjeux et les opportunités aussi du numérique. C'est particulier parce que c'est à la fois un centre culturel qui est à Issy-les-Moulineaux, où on va diffuser des spectacles, des expositions qui vont utiliser le numérique, donc par exemple les jeux vidéo ou la réalité virtuelle. Et puis en même temps, c'est un centre de formation, donc avec des ateliers pour les enfants et pour tous les publics, pour accompagner aux bonnes pratiques du numérique. Et ça va parler du cyberharcèlement, par exemple, de l'addiction et également, évidemment, des fake news. Et donc, dans ce cadre-là, on a un programme spécifique dédié aux fake news. Qui s'appelle Connectons nos écoles. C'est la 15e édition, je crois, de ce dispositif. Elsa Wardé, avec combien d'établissements travaillez-vous justement sur cet enjeu-là ? Alors aujourd'hui, on est sur plus de 50 établissements. On va intervenir à la fois dans des écoles, dans des collèges. Et également, on va intervenir dans des hôpitaux ou dans des centres d'hébergement d'urgence. Notre impact est très large puisqu'on le fait à la fois au Cube et à l'extérieur. Et dans nos programmes, l'objectif, en tout cas quand on va dans les écoles et dans les collèges, donc c'est pour les 9-14 ans. C'est ça, on commence à partir de quel âge à peu près à suivre vos ateliers ? On commence à partir de 9 ans et en réalité en CM1, CM2, donc on va dans des classes de CM1, CM2, on ne va pas directement sur les réseaux sociaux puisqu'à cet âge-là, ils n'ont pas encore normalement accès aux réseaux sociaux, bien que plus de la majorité des moins de 11 ans ont déjà un compte. Mais on y va avec un fonctionnement un peu différent qui va un peu reproduire des maquettes juste pour pouvoir aborder ce sujet, parce qu'il est important de l'aborder et de pouvoir les préparer en fait à ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux. Et donc voilà. Et pourquoi faut-il commencer justement le plus tôt possible, presque, j'ai envie de dire, il faut commencer très tôt. Pourquoi selon vous ? Parce que déjà, en fait, c'est une réalité, comme je vous l'ai expliqué. En fait, ils sont déjà en réalité sur les réseaux sociaux. Donc,
c'est important en réalité de les accompagner dès le début. Et puis ensuite, parce qu'ils vont être confrontés de plus en plus à ces réseaux sociaux et notamment à ce flux d'informations et à cette actualité. Et donc, le plus tôt on développe leur sens critique et le plus tôt on peut éviter d'avoir des dérives ou de la propagation, parce que les fake news, c'est aussi une question de propagation. Rien que liker ou commenter, finalement, on est acteur et on participe en fait à la propagation des fake news. Donc, en ce sens, Elsa Wardé, vous le disiez tout à l'heure, vous parliez des médias traditionnels. Ils ont plus confiance, selon plusieurs sondages, ces jeunes ados ont plus confiance dans les médias traditionnels que les réseaux sociaux, mais pourtant ils ne vont pas y consommer l'information. C'est ce paradoxe-là qui est intéressant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément confiance dans les réseaux sociaux pour l'information, et pourtant c'est là qu'ils vont quand même pour la chercher. C'est vrai, c'est une très bonne remarque. En fait, c'est une question d'efficacité aussi et d'usage, encore une fois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est très bien d'ailleurs, les médias traditionnels vont aussi sur les réseaux sociaux. Que ce soit TikTok, que ce soit Snapchat, que ce soit YouTube, chacun a sa chaîne et commence aussi à divulguer de l'information. Donc ça, c'est une bonne chose pour pouvoir aller auprès des usages. Et puis, quand on est toute la journée, en fait, dans ces réseaux sociaux, où on va à la fois communiquer et consommer, que ce soit du divertissement ou de l'actualité, eh bien, on n'a pas vraiment de raison d'aller ailleurs, d'autant plus que la manière dont les algorithmes sont quand même fonctionnent, ils ont pour objectif de nous maintenir un maximum de temps au sein du réseau social dans lequel on est. Donc en réalité, c'est assez normal qu'ils restent sur ces réseaux sociaux. Donc l'idée, c'est vraiment de les accompagner justement là-dessus à travers des programmes où notre objectif, ça va être de former les jeunes, mais également les enseignants en réalité, où on a un vrai enjeu d'accompagner les enseignants aussi, qui font un travail remarquable par ailleurs sur l'éducation aux médias, ou en tout cas le développement du sens critique. Mais c'est de leur donner tous les outils pour une pédagogie qui soit adaptée maintenant à ce nouveau contexte pour qu'ils puissent le reproduire. Et donc c'est que le travail continue, c'est ça, après votre passage. Exactement, on essaye de les rendre autonomes, c'est ça. C'est que notre programme, nous on a choisi de faire des programmes qui sont longs, sur 6 mois, pour vraiment s'assurer qu'il y ait vraiment un apprentissage et une compréhension des enjeux. Donc plusieurs interventions. Exactement, plusieurs interventions sur les 6 mois, avec une formation en parallèle de l'enseignant, où on lui permet du coup ensuite que l'année d'après, et toutes les années d'après, il puisse de façon autonome reproduire le programme. Et on a un programme qui est disposé sur une pédagogie qui s'appuie à la fois sur un enjeu, donc dans ce cadre les fake news, à la fois sur un outil, donc dans ce cadre les réseaux sociaux, et à la fois une pédagogie où là c'est très collaboratif et actif. Donc l'idée c'est que les jeunes soient acteurs et donc ils créent en groupe et collectivement un projet qu'ils vont devoir d'ailleurs à la fois prototyper et pitcher ensuite pour aller jusqu'au bout du projet. Elsa Wardé, depuis tout à l'heure, on parle de fake news, de fausses nouvelles. Comment on reconnaît une fake news comment vous les aidez, ces jeunes, à appréhender la fausse nouvelle? Est-ce qu'il y a une manière simple de reconnaître qu'une nouvelle est fausse? Non, mais c'est vrai, Non, mais qu'est-ce qu'on leur dit à ces jeunes? C'est une très bonne question, merci. En réalité, nous, la manière dont on va dérouler le programme, c'est que déjà, on demande à l'enseignant de ne pas dire qu'on va parler de fake news, parce que ça permet d'être sûr qu'ils n'ont aucun biais et qu'ils puissent potentiellement tomber dans le piège. Et donc, dès la première séance, on leur montre une vidéo qui, aux yeux des adultes, serait une vidéo tout à fait complotiste, mais on saurait que c'est faux, c'est presque parodique. Mais pour des enfants, ils y croient. Donc déjà, ça montre à quel point les jeunes peuvent être un peu plus crédules que les adultes et que c'est important de les accompagner. Et donc, on leur présente cette vidéo qui est en gros, le fast-food, le monde des fast-food qui voudrait remettre le royalisme en France, quelque chose d'un peu absurde. Et on voit leurs impressions. Et on se rend compte, c'est génial, parce qu'au bout d'un moment, ils se rendent compte que c'est faux. Et on récolte leurs impressions où ils disent, par exemple, mais ça va très très vite, je n'ai pas le temps de réfléchir. Donc, on se rend compte que ça va très très vite. Ensuite, ils disent, il y a une petite fille très sympa qui nous a dit, très intelligemment, mais tout ce qui est dit est vrai. Donc pourquoi c'est faux ? Et en fait, c'était vrai. Si on retourne le McDo, le signe du McDo, ça fait un 13. Ça va à la ligne 13, qui va à Saint-Denis, où il y a les rois qui sont enterrés. Enfin, bon, bref. Tout est vrai, indépendamment. Mais ce qui est faux, ce sont les liens. Et en fait, c'est là où ça devient intéressant de montrer que les fake news, il peut y avoir des faits vrais, mais que c'est aussi des liens. Et c'est là où on passe à la deuxième partie du fact-checking. De ce que vous disiez. Donc là, on va travailler à travers des quiz. On va s'appuyer sur aussi des contenus pédagogiques qui existent, comme le petit Libé de Libération,
peut-être que vous connaissez, le jungle de l'information, vous pouvez trouver ça en ligne, c'est un quiz en ligne, qui permet de tester aussi qu'est-ce qui est une vraie news, une fake news, et on va apprendre une méthodologie. Comment vérifier ses sources, quelles questions il faut se poser. Pourquoi sur les réseaux sociaux, c'est peut-être plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de visuels. Comment ils utilisent justement ces visuels. Donc à travers une méthodologie, on permet aux jeunes de comprendre que l'on peut se rendre compte qu'on peut repérer une fake news. Et on passe à l'étape d'après, qui est fondamentale, qui est la création, qui est la mise en pratique, où là, c'est... Il faut les rendre acteurs, ces jeunes. Exactement. Et c'est là. Et c'est là que ça marche. C'est exactement là que ça marche. Et donc, on comprend bien que c'est un travail un peu de longue haleine. Intervenir ponctuellement, ça ne marche pas forcément. En tout cas, on arrive à peut-être leur donner 2-3 clés. Et il faut que ce soit un travail et qu'il soit ensuite, en plus, reproduit avec les professeurs. Ça, le risque, c'est que ce soit descendant, et auquel cas, ça ne marchera pas. Alors que quand ils font, et que c'est eux-mêmes qui doivent, par exemple, créer une story d'actualité, alors ils se posent les questions de la base de la déontologie, du journalisme d'ailleurs, pour se dire est-ce que mon fait est vérifié, où est-ce que je vais chercher l'information, comment je le mets en avant, etc. Et donc dans ce cadre-là, ils se mettent en posture d'eux et ils comprennent l'impact qu'ils ont sur les réseaux sociaux, c'est la première chose. Et puis on leur fait réaliser un post aussi à destination des autres jeunes, pour sensibiliser aux bonnes pratiques. Donc c'est eux qui choisissent, qui c'est quelque chose, voilà. Et donc là, c'est un peu la pédagogie de par les jeunes pour les jeunes, où justement ils deviennent eux-mêmes formateurs d'une certaine manière. Elsa Wardé, est-ce que selon vous, le système éducatif a-t-il pris trop tard la mesure du phénomène ? Est-ce qu'on arrive un peu tard ? Alors, est-ce qu'on arrive un peu tard ? L'accélération est exponentielle. Donc, ça va très, très, très vite et on a besoin de s'adapter très, très, très vite. Les enseignants sont en demande réellement. Donc, je tiens à les saluer, mais 90% des enseignants aujourd'hui se forment seuls au numérique. Donc, c'est un enjeu. C'est réellement un enjeu que de faire venir le numérique en classe, que de réussir à comprendre quels sont les usages, d'accompagner aux bonnes pratiques. Ça, c'est une évidence. Et c'est important aussi de ne pas voir le numérique comme une approche technocentrée, c'est-à-dire uniquement comme un outil. Mais de voir ça avec aussi la culture numérique, de comprendre qu'il y a une pédagogie qui doit être adaptée. Et à ce moment-là, ça devient un amplificateur et ça devient à la fois excellent en termes de pédagogie, mais également pour pouvoir accompagner du coup ces jeunes sur les pratiques. Donc j'ai envie de dire... Oui, d'une certaine manière, on est en retard et c'est pour ça que des associations comme le Cube existent et qu'on a autant de besoins et de demandes en cours en permanence des enseignants. Des programmes comme les vôtres, on s'imagine, donc vont continuer d'exister, même de se reproduire finalement. Si vous dites que les professeurs sont autant en demande, on imagine que des programmes comme le vôtre ont de belles années devant. Nous, il y a à peine 2 ans, on accompagnait 2000 jeunes par an et maintenant on accompagne plus de 1000 jeunes par mois, donc c'est une belle évolution. Je tiens à remercier d'ailleurs les mécènes grâce à qui c'est possible, la Fondation Thalès et la Fondation Aéroport de Paris. Et si jamais il y a des mécènes qui nous entendent, on a vraiment des besoins, on a des enseignants qui nous demandent de venir. Donc oui, effectivement, c'est un vrai besoin et c'est un besoin aussi pour les parents qu'il faut accompagner et qu'on fait au Cube. Donc on a une exposition, si je peux. Ouais, on va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup Elsa Wardé de nous avoir accompagnés. Je le rappelle, vous êtes donc directrice générale du Cube. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission Smart Éducation. À très vite sur Bismart. Merci.